Nous pensons en effet qu'à côté des tribunaux classiques, il y a une nécessité, dans certains cas bien spécifiques, lorsqu'un investisseur s'estime lésé, de pouvoir faire appel à un regard indépendant, des juges indépendants. Non, parce qu'ils sont payés par dossier. Ils sont payés 2000 € par mois pour la disponibilité dont ils vont faire preuve pour être saisis comme ça. On leur téléphone et on leur dit dans 2 semaines il faut prendre tel dossier. Et ils sont payés au dossier, mais ce sont des sommes énormes. Est-ce que ce n'est pas 10 000 € par dossier? C'est ça, hein. Ils vont chercher à avoir d'autres dossiers, parce que 10 000 € par dossier, c'est pas mal quand même. Nous, on n'a pas ça. Et donc, vous vous dites, moi, j'ai envie d'avoir d'autres dossiers. Et donc, à qui dois-je faire plaisir? Ben, évidemment, pas aux États, puisque l'État est défendeur, c'est jamais lui qui va attaquer. Donc, qui est votre client? Ben, c'est le demandeur, et donc c'est toujours l'entreprise privée. Donc, c'est déjà biaisé. Oui, ce sont des juges quasi impartiaux, sauf que ils peuvent rester avocats d'affaires. Mais donc, ils peuvent rester, mais à condition qu'ils ne travaillent pas pour les gens. Mais c'est quand même un milieu assez restreint, c'est un milieu d'affaires à un niveau international. Et donc ces gens restent quand même dans un sérail, et il y a toujours un moment où on est en relation, indirectement mais certainement, avec... Et donc on voit bien de quel côté se situe... Je veux dire, il n'y a pas de juge national qui va rester juge national à mi-temps et qui va aller, pour 10 000 € par dossier, travailler dans l'arbitrage du CETA. Donc il y a un problème d'ADN, il y a un problème ontologique à que je continue d'appeler arbitre d'ailleurs, parce que sans mépris, parce que l'arbitrage peut être une chose, c'est une chose vieille aussi, hein, c'est aussi vieux que la justice, l'arbitrage. Et donc pourquoi pas, mais pas dans les conditions où on nous le vend, qui sont des conditions antidémocratiques. Dans un premier temps, et c'était le principe du TTIP, ce sont des juges choisis par les parties, donc ce sont des arbitres. Ça ne va évidemment pas, on ne choisit pas son juge, alors on est livré à un juge. Et c'est un principe notamment qui est défini par la Cour européenne des droits de l'homme, ça s'appelle le juge naturel. On a défini abstraitement et en amont les juges qui s'occupent de tel et tel dossier. Il y a un règlement du tribunal, par exemple, qui dit « moi je fais le droit pénal, économique et financier ». Et donc on ne peut pas comme ça du jour au lendemain, parce que c'est Bernard Tapie, se retrouver avec un juge qu'on aurait été chercher quelque part. Ça c'est le principe. Et puis il y a un deuxième moment où on a dit « non, mais ça va se faire autrement ». On a trouvé... Alors, ce que je vais vous dire vaut pour toutes les modifications qui ont été apportées au règlement du CETA, au règlement des contentieux prévu par le CETA. On vous dit, chaque fois qu'on a modifié, on a dit, comme ça ressemble. On se rapproche d'un juge, hein, d'un juge démocratique et national. Ben alors on pose la question, pourquoi alors ne pas aller devant un juge démocratique et national? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'un mécanisme d'arbitrage ressemble de plus en plus et qu'on l'améliore en disant, finalement on va calquer sur les juridictions nationales? Ben alors allons aux juridictions nationales, qui sont déjà payées par les États. Doordat de zaken vooruit gaan. Hè. Hier wordt men betaald per maand. Hè. En de zaken blijven hangen. Hè. Mais d'abord, les mécanismes d'arbitrage tels qu'observés dans la pratique sont très longs. Ils n'ont pas résolu cette question. Ils sont aussi très longs, très chers, d'une part. Et d'autre part, je dis que ce qu'il faut faire, ce n'est pas éviter la justice nationale, c'est la financer pour qu'elle soit compétitive et efficace et qu'elle puisse gérer tous les contentieux, y compris le contentieux entre un État et une entreprise privée, ce qu'elle fait déjà d'ailleurs. Hein. C'est assez fréquent, on n'est pas incapable de gérer un contentieux où il y aura une entreprise privée qui dirigerait son action contre un État. Ici, par exemple, au tribunal à Namur, il y a 3-4 ans, on était à 2 ans de fixation. Donc, quand vous demandiez une fixation au moment où vous introduisiez le procès, on vous donnait une date 2 ans après. Aujourd'hui, on est à 1 an. Et il y a certaines chambres ici où on est à 8 mois, 10 mois. Donc ça, c'est un temps raisonnable parce que, alors, ça peut encore susciter des frustrations, mais c'est un temps dans lequel on échange les pièces et on peaufine ses arguments. Et du coup, on est conforme à cette idée que le temps de la justice est tout de même un temps long
qui n'a plus rien à voir avec la justice expéditive, la vengeance, le règlement de compte. On va raisonner et on va soumettre à un tiers des raisonnements et des pièces à examiner. Donc ça ne se fait pas en 2 semaines. Surtout dans... les avocats ont d'autres dossiers, donc ça doit se faire. Donc 8 mois, d'ailleurs c'est l'objectif du ministre de la Justice, c'est que dans l'année de l'introduction d'un dossier devant un tribunal, le dossier sorte par un jugement. Il n'y a pas 2 parties égales dans ces dossiers. Il y a un entrepreneur privé, une entreprise privée qui actionne et qui réclame la réparation d'un préjudice à un État. L'État, lui, n'a pas d'action. L'État, il est toujours défendeur. Ça n'existe pas dans la justice telle que l'enseignent les juristes et les constitutionnalistes et les penseurs de la démocratie. Chaque partie a le droit d'attaquer l'autre. Et donc voilà des États qui représentent les nations et qui représentent le bien commun tel que les nations se le représentent dans chaque État, qui est attaqué, qui va devoir se défendre et qui va devoir peut-être réparer un préjudice à la suite d'une décision qui a été prise pour servir le bien commun conformément aux élections, aux résultats des élections. Les gens ont voté pour ce gouvernement, ils ont défini une décision et cette décision est considérée comme portant un préjudice. Donc ça ne va pas du tout. Il est évident qu'un juge national apprécierait différemment. Le juge national arbitrerait, mais nécessairement en tenant compte du bien commun. Et ici, par définition, le bien commun, il est suspect puisqu'il a causé un préjudice pour lequel on demande une indemnisation. Le cas le plus éclairant de ce que je dis, c'est cette affaire de centrale nucléaire en Allemagne. Le gouvernement d'Angela Merkel a décidé, après le tsunami japonais, de supprimer, de stopper l'exploitation du nucléaire. Eh bien, il y a une entreprise qui a trouvé que ça lui causait un préjudice et donc on va devoir indemniser. C'est surréaliste, quoi. On doit indemniser une entreprise. Alors que moi, j'ai appris, naturellement, c'était pas hier, mais j'ai fait le droit fiscal, j'ai eu beaucoup d'heures d'économie, j'ai beaucoup. Et le principe de base, c'est que l'investisseur, il prend un risque. Et donc, qui est rémunérateur, parce que quand il gagne plus que le type qui a juste prêté, qui a juste mis son argent sur un compte à la banque ou qui a prêté à un entrepreneur avec un taux d'intérêt fixe. Le tsunami, ça n'est pas rien, et on a montré là qu'on ne continue pas le nucléaire et que c'est dangereux. Enfin, ça me paraît tellement évident, le nucléaire c'est dangereux, voilà. Il faut le dire à un enfant de 3 ans, il comprend bien. Hein. Il faut le respect du contradictoire. L'État, c'est nous. C'est ça, l'État, ça n'est pas quelque chose d'évanescent, comme ça, une bulle au-dessus de nos têtes. Non, l'État, c'est chacun de nous. Et moi, je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai rien contre les multinationales, vraiment, mais les PME n'ont pas plus de raison d'entrer dans ce système. Le système ne devient pas vertueux parce qu'on va y intégrer les PME. Voilà. On régresse énormément depuis 15 ans dans la qualité et la quantité de débats que certains tolèrent. On refuse le débat. Donc, interroger la Cour de justice, c'était vertueux. Et du coup, si la Cour de justice avait dit c'est compatible, eh bien, Inch'Allah. Mais évidemment, à mon avis, la crainte est que non. Et donc, on préfère ne pas y aller. Mais du coup, on refuse la disputation, le débat, la contradiction, qui sont des mécanismes vertueux de démocratie qui amènent à une richesse du débat et du coup une épaisseur des décisions qui sont finalement prises quand on a consulté les organes et les institutions qui s'imposent dans ces débats-là. Et donc c'est évidemment non démocratique et c'est frustrant et ça fait monter l'indignation et la colère et ça fait monter le discrédit qui pèse sur le Parlement européen et sur la Commission. Mais c'est toujours les mêmes, hein. On voit bien que les écologistes au Parlement européen n'ont pas les mêmes réflexes. Je pense à quelqu'un comme Philippe Lamberts ou d'autres dans son genre qui sont très attentifs justement au respect des principes démocratiques.
Ben, c'est incompatible, parce que, mais bon, on a une Cour constitutionnelle qui trouve pas vite de ces temps-ci que les choses sont incompatibles avec notre Constitution, elle est plutôt pragmatique. Mais non, ce que je vous ai expliqué, ce que j'ai écrit, il y a le principe de l'indépendance des magistrats, donc ça veut dire zéro possibilité de pression. Et on voit bien dans ce qu'on vient de passer en revue que il y a des possibilités de pression, les juges ne sont pas impartiaux, il n'y a pas les garanties d'une justice conforme aux vœux du constituant belge. Donc oui, c'est incompatible. Il est probable que quand le CETA entrera en vigueur, mon association et d'autres avec nous s'interposeront et on formera les recours devant la Cour constitutionnelle, on tentera la chance. Contre le CETA alors. En tout cas, moi, pas contre tout le CETA, mais contre le mécanisme de règlement du contentieux, oui. De tegenstrijdigheid tussen een tout autre traité, dat wordt vertraagd, geblokkeerd door Europa, en het CETA-verdrag dat niet snel genoeg gestemd kan worden. Een tout autre traité is een verdrag dat wordt geïnitieerd door NGO's en die een eerlijkere machtsverhouding beoogt tussen staten-burgers en multinationals. C'est la contradiction qu'on a dans tous les dossiers de ce genre. On a la même chose avec Il y a pour le moment au Parlement européen des députés qui sont en train de mettre au point une proposition de directive de protection des lanceurs d'alerte. Et ça, on leur a dit, mais ça, on verra bien. Par contre, le secret des affaires, la directive secret des affaires, ça a été très vite. Mais ça, on voit bien la force des lobbies, nos lobbies, j'ai envie de dire, humanistes et de vigilance citoyenne, n'ont pas manifestement la même puissance et donc pas les mêmes moyens. Il faudra un moment qu'on parle de la corruption qui est là-dessous. Parce que la corruption qui peut ne pas être financière, ça peut être une corruption mentale, une connivence. Il y a une connivence. La pression n'est pas la même. Or, je crois que nous sommes plus nombreux. Donc. J'étais étonnée en effet, mais je n'ai pas participé à ce recours, donc je ne suis pas vraiment habile à en parler. J'étais étonnée que la Cour constitutionnelle ait dit ça ne va pas. Quand vous ne voulez pas accueillir une demande, vous trouvez des arguments. Voilà. L'intérêt d'une personne à agir, c'est régulièrement discuté en Belgique. C'est ce qui fait que, oui, on peut... Donc, vous savez qu'on a beaucoup discuté en Belgique de la notion de class action. Qui défend l'intérêt social, c'est le procureur du roi, par exemple. Ou telle ASBL qui a tel objectif. Donc, par exemple, mon association que j'ai l'honneur de représenter, défend une justice indépendante. Du coup, j'ai discuté certaines lois devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a admis parce que c'est dans mon objet social. Mais on sent bien qu'un petit citoyen ne représente pas à lui seul tout l'intérêt général. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit dans le néolibéralisme est un fascisme. J'ai dit on a totalement inversé les priorités. Donc, spécialement en Belgique, c'est doublé, c'est conjugué avec l'hyperfédéralisme où vous avez des hommes politiques pour tout ce que vous faites, quoi, la respiration, l'oxygène, les chaussures. Enfin, vous avez des hommes politiques tout le temps qui sont payés par le contribuable et donc il n'y a plus de... Donc il y a un hyper-fédéralisme en Belgique qui a sans doute permis de sauver une paix sociale, qui a en tout cas permis de maintenir un État belge pendant au moins 40 ans. Bien, mais maintenant, on ne nous avait pas dit le coût, et maintenant qu'on nous dise combien ça coûte. Et donc, l'austérité, moi je veux bien, mais tant qu'il y a la province, la commune, la communauté française, la COP, les intercommunales, et que vous avez à tous les échelons, dans ce millefeuille, des gens qu'on paye, avec des redondances parfois qui sont soumises au Conseil d'État, quand il y a plusieurs normes qui sont prises sur un même sujet, on envoie tout au Conseil d'État, et c'est le Conseil d'État qui doit faire le tri. Donc il y a des gens qui ont travaillé en amont, et au Conseil d'État, il y a encore des gens qui travaillent, c'est pas payé 10 € de l'heure, tous ces gens. Donc il y a un coût là d'un hyper-fédéralisme. Ok, ça a permis de maintenir la Belgique,
Mais il y a un moment, quand ça se conjugue avec l'austérité, mais il y a quand même des secteurs, par exemple la justice, qui est un bien commun d'importance et essentiel, qui vient tout de suite après des biens tout à fait élémentaires. Dans la justice, on est quand même très très mal. Je viens de tenir une audience, ça a duré 2 heures, on a dû imprimer. Ma greffière a dû sortir, elle est montée ici parce qu'il n'y a qu'une imprimante dans cette partie du bâtiment, en espérant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait déjà lancé une impression de 70 pages, parce que j'avais des justiciables devant moi qui attendaient. Et donc, il y a un manque de moyens quand même qui relève du surréalisme. Donc voilà, l'austérité, oui, elle est contraire à la Constitution, parce que l'austérité à ce point, qui est une inversion des valeurs, que j'appelle nihilisme, vient contrarier le bien commun et ce à quoi l'État et le constituant s'étaient engagés au moment fondateur de la création de la Belgique.